Madame Sacha Stoloff, qui est en fait professeure en psychopédagogie dans le département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, à vous la parole, Madame Stoloff. Merci, merci de me donner cette opportunité de partager un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pour commencer, je voudrais vraiment remercier Nancy Lalonde et Liliane Arsenault qui font un travail incroyable et notamment d'organiser ce genre de conférences qui, je pense, sont une source vraiment précieuse d'échange, de partage, d'écoute et de réflexion. Puis merci à vous tous et toutes d'être présents, d'être à l'écoute, que ce soit aujourd'hui ou en rediffusion. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de présenter cette conférence parce que, premièrement, je trouve que c'est un sujet qui est nécessaire pour rééquilibrer la connaissance, susciter une réflexion sur ce qui est fonctionnel, ce qui a du potentiel, ce qui est valorisé, pour ensuite se questionner sur comment on peut l'optimiser. Et deuxièmement, c'est aussi un sujet que je trouve qui est vraiment porteur d'enthousiasme. Je vous garantis que de lire sur le sujet, de réfléchir sur le sujet de l'optimisme, d'une pratique et d'une personne qui est optimiste, ça fait du bien, tout simplement. De lire ces auteurs, etc., vraiment, ça fait du bien. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre quand même la présentation qui porte sur un regard optimiste sur l'enseignement. Donc, le contenu de cette présentation, je vais juste admettre, c'est vraiment une synthèse de mes lectures, puis le résultat de certaines recherches. Donc, je ne me considère pas comme une experte sur l'optimisme, mais plutôt une psychopédagogue qui a pour intérêt de réinvestir ces concepts dans la pratique pour rendre ces concepts utiles. Et donc, le chemin que j'ai choisi pour la présentation se divise en 3 parties. La première, c'est de faire un premier tour de table sur l'optimisme comme concept pour qu'on puisse avoir un peu une vision commune, pour savoir à quoi on fait référence quand on parle d'optimisme. Et la deuxième partie, ça va être de l'optimisme en recherche. Donc, quel regard porter, puis comment porter un regard optimiste en recherche avec une attente appréciative, de confiance, puis surtout pleine d'espoir. Et dans la troisième partie, c'est peut-être de voir comment est-ce qu'on peut tendre vers un optimisme, que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant que personnel scolaire dans un établissement scolaire, que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau de la formation. Donc, voilà un petit peu le cadre de cette présentation. Pour commencer, l'optimisme, c'est vraiment vu comme la confiance qu'on a quant à l'issue positive d'une situation ou d'un événement. Et pour avoir cette confiance, ça relève du fait qu'une personne optimiste, elle s'appuie sur les éléments dont il peut avoir le contrôle et qui juge être suffisamment influents pour mener à une issue positive. Donc, on peut se demander, c'est quoi l'optimisme? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est une caractéristique psychologique? Est-ce que c'est un trait de personnalité? Une habitude de penser? En fait, au cours de mes lectures, je me rends compte que finalement, c'est un processus, un peu comme à l'image. C'est un processus qui s'entretient, qui se cultive, qui se développe et qui se travaille. Mais pour pouvoir faire ça, l'individu doit s'inscrire plus ou moins à un certain degré, je veux dire, dans un processus qui est volontaire, qui est conscient, mais surtout qui est délibéré. Je fais le choix de… Et en faisant ça, cette personne-là devient jardinier de son propre optimisme. Et on pourrait penser que l'optimiste, ce n'est pas un pessimiste, et le pessimiste n'est pas un optimiste. En fait, pas tout à fait. Les deux sont comme à voir comme des alliés. Ils travaillent ensemble, en fait.
L'optimisme est comme le moteur d'exploration et de recherche de solutions, alors que le pessimisme, des fois, c'est le frein d'urgence. Quand il y a une situation critique, ça prend un petit frein d'urgence de temps en temps pour dire attention. Et en fait, on a ces deux ingrédients en nous, chacun d'entre nous. C'est juste que dans la vie, etc., dans l'éducation, on les a cultivés à différents niveaux, ce qui fait que certains sont plus optimistes et ont un niveau d'optimisme plus élevé que d'autres. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ensemble, les deux, saupoudrés d'une dose juste et appropriée, évidemment, ils permettent à une personne d'être en santé. Et donc là, vous me direz, comment ça? C'est quoi le lien entre optimisme et santé? Eh bien, pour ça, il y a une panoplie d'auteurs. En fait, que ce soit Rosensky, Martin Krum, Taquineo, Gabillet, Seligman, puis vraiment, j'en passe. C'est des auteurs, c'est des chercheurs qui ont fait des revues de littérature sur ce lien entre l'optimisme et la santé, qui ont fait des revues et des synthèses de littérature pour démontrer que dans beaucoup de disciplines, que ce soit en neurosciences, en psychologie, en médecine, en management, en administration des affaires, on retrouve un peu les mêmes conclusions, les mêmes résultats de recherche. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'optimisme et la santé. Plus on est optimiste, ça protège le cœur, ça aide à la récupération, ça a un rôle actif dans la satisfaction et le bonheur, mais aussi, dans l'autre penchant, ça réduit les idées suicidaires, les dépressions, les anxiétés. Et tout ça, c'est des variables qui sont étudiées, qui sont prises à part, étudiées. L'optimisme, c'est aussi un facteur de protection en situation difficile. Donc, parce que ça facilite la mise en place de stratégies de coping, notamment avec l'adaptation, l'autorégulation et la résilience. Donc là, quand on a toutes ces informations, on se dit « Waouh, quel miracle !» Et Gabi, qui réussit à synthétiser tous ces résultats de recherche, cette revue de la littérature, en une phrase qui, je trouve, elle fait vraiment du sens, puis ça vient vraiment donner un cadre. L'attitude optimiste nous maintient plus longtemps en meilleure forme physique et mentale, nous conduit à créer des relations sociales plus agréables, nous rend plus attractifs dans le monde professionnel et, ce qui ne gâche rien, fait de nous des hommes et des femmes plus chanceux que les autres. Mais juste en lisant cette phrase et en sachant qu'elle découle d'une multitude de recherches dans différentes disciplines, je me dis comment une personne connaissante de cette information, ayant cette information, n'opte pas pour l'optimisme. Je veux dire, ça semble tellement porteur. Et à tel point que je me demande, mais c'est un remède miracle. Au final, l'optimisme ressemble un peu à un ingrédient en or qu'on aimerait tous avoir. Donc, au final, on parle de quoi quand on parle d'optimisme? Dans la pensée populaire, on retrouve notamment cette idée que l'optimisme, c'est ceux qui portent des lunettes roses ou c'est ceux qui voient le verre à moitié plein, c'est ceux qui voient toujours les choses du bon côté. En fait, c'est une vision qui est peut-être un peu simpliste, voire réductionniste d'un concept qui est un peu plus complexe. Comme je vous disais au début, l'optimisme, c'est comme un processus qui combine 3 dimensions et ces 3 dimensions s'inter-influencent entre elles. La première dimension, c'est vraiment la dimension qui est interne. C'est la manière dont un individu voit le monde, dont il l'observe, il l'analyse et il l'interprète. C'est comme une caméra interne. La deuxième dimension, c'est une dimension d'action opportune. Et dans cette dimension-là, elle a une visée où l'individu cherche à laisser une empreinte positive, à laisser des traces qui sont porteuses. Et la troisième dimension qui vient compléter, c'est cette dimension relationnelle, où un optimisme s'entoure avec les autres. Et ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qui est réfléchi, se fait généralement avec une certaine communauté.
Donc, pour rentrer un peu plus en détail dans ces trois éléments-là, cette première dimension, comme je le disais, c'est vraiment cette dimension interne, cette caméra interne qui amène l'individu à voir le monde, à l'observer, à l'analyser. Et en fait, il faut comprendre que dans cette dimension-là, la première des étapes, c'est que l'optimiste va identifier et reconnaître les réalités, toutes les réalités. C'est-à-dire qu'un optimiste ne va pas faire l'autruche et se dire « Ah non, tout va bien, tout est bon, ça va bien aller ». Non, non. La première étape, c'est d'appréhender un peu cette situation et de reconnaître quels sont les défis, les enjeux, quels sont les potentiels, quelles sont les peines, quelles sont les douleurs, quels sont les traumatismes, quels sont les bienfaits, quel est le potentiel. Donc, de reconnaître l'ensemble des réalités. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va rechercher un petit peu les données positives sur lesquelles il va pouvoir identifier des solutions constructives, les forces, les qualités sur lesquelles il va pouvoir puiser, sur lesquelles il va pouvoir mobiliser. Parce qu'un optimiste est conscient que sur le chemin de la vie, il y a toujours des possibilités d'améliorer les situations, d'apprendre des situations. Et c'est avec cette idée en arrière que ça va influencer sa façon d'analyser, mais aussi d'anticiper une action à venir. Et avant d'anticiper de cette action à venir, il y a un ensemble de choix qui vont être raisonnés où l'optimiste, conscient qu'il existe toujours plusieurs options, va faire en sorte que l'ensemble de ces options va lui permettre de faire un choix éclairé pour une solution opportune, pour trouver la solution ou la situation idéale ou l'action la plus convenable dans la situation dans laquelle il se trouve. Et en fait, pour ça, ça nécessite de l'optimiste qu'il y ait une portion de créativité, parce que si on veut augmenter notre répertoire d'options, l'ensemble des options, ça prend un peu de créativité pour ne pas s'en donner juste une. Sinon, ce n'est plus une option, ce n'est plus un bagage d'options ou un éventail d'options, c'est juste un seul choix. Donc, ça prend de la créativité, et cette créativité avec l'ensemble des options, ça permet à l'optimiste de faire un choix pour lequel il va être proactif. Il va être proactif parce que c'est cette personne-là qui a fait ce choix-là. Et en faisant ce choix-là, on prend la responsabilité de notre choix parce que dans l'éventail des options, j'ai fait un choix. Et cette proactivité, ça procure un sentiment de contrôle et même un sens de responsabilité. Pourquoi? Parce que dans ce qui m'est arrivé, c'est moi qui ai fait le choix de. Dans la situation dans laquelle je me retrouve, j'ai fait le choix de. Et donc ça évite ou ça limite tout ce qui est attribution externe. Donc, c'est la faute des autres, où on accuse les collègues, on accuse la direction d'école, c'est la faute des élèves, en tout cas. Donc, c'est jamais de notre faute, c'est toujours celle des autres quand on est dans un état d'esprit plus pessimiste. Mais l'optimiste, vu qu'il a eu un ensemble de choix, un ensemble d'options dans lequel il a pu faire le choix qui pense être le plus adapté, ça donne un sentiment de contrôle et un sentiment de responsabilité. Je suis responsable du choix que j'ai fait. Et dans ces ressources internes, vu que ce processus il est interne, dans ces ressources internes, l'optimisme va faire un choix pour une action opportune, pour agir sur le monde. Et cette action sur le monde, c'est toujours dans l'esprit de faire mieux, d'aller mieux et de vivre mieux. Et étant donné qu'on rentre dans ce cycle de faire mieux, d'aller mieux, vivre mieux, et de mettre en place des situations qui nous amènent vers ça, ça fait en sorte que l'optimiste il est plus souvent satisfait face à ses succès, face à ses réussites, ou tout simplement face à ses avancées, aussi petits soient-elles. Et enfin, cette action sur le monde, ça se fait généralement pas tout seul. Cette action sur le monde se fait en interaction avec les autres. Un optimiste va s'entourer de personnes avec qui il va pouvoir travailler, avec qui ça va être productif, constructif, où on va tout d'abord réussir à établir une vision commune pour travailler dans le même sens avec des objectifs qui sont atteignables pour chacun d'entre nous. Et de là, ça permet d'afficher une confiance envers les autres. Mais cette confiance envers les autres, elle est initiée en fait par cette capacité d'identifier chez les uns et chez les autres
les forces et les qualités, pour qu'on puisse bâtir sur ces forces et ces qualités et travailler ensemble, avec nos préférences aussi. Et de là, un optimiste réussit à vivre les réussites des autres. Donc, c'est comme il vit ses propres réussites dans certaines situations, mais il vit aussi les situations des autres. Il n'y a plus cette sensation de compétition. Donc, on peut voir que c'est un processus qui est quand même complexe, qui recouvre ces trois dimensions où l'optimisme va identifier de manière constructive pour voir le monde, dans un processus qui est délibéré, volontaire et conscient, de façon à cultiver, à développer et à travailler sur son optimisme. De là, il va le mettre en action dans des actions opportunes pour toujours faire mieux et viser des interactions porteuses et constructives avec les autres. Et ça permet d'augmenter une santé personnelle, physique et mentale, d'avoir des relations harmonieuses, d'être plus attractif dans le milieu du travail et d'être plus chanceux. Donc, les questions, c'est vraiment de savoir comment développer cette dimension optimiste dans nos vies, comment éduquer notre regard à voir le monde de façon plus optimiste, ou tout simplement prendre des décisions qui sont porteuses de ces possibilités, de ces possibilités nouvelles. Donc, pour répondre à cette question, je vais vous amener dans la deuxième partie de cette conférence, où là, je vais aborder un petit peu le regard optimiste en enseignement, mais basé sur la recherche, sur un regard de chercheur. Donc, dans un deuxième temps, dans mes travaux, j'ai voulu porter un regard optimiste en enseignement. Tout d'abord parce que j'ai voulu partir sur une approche plus appréciative, d'apprécier ce qui se fait plutôt que d'identifier les difficultés qui sont rencontrées. Et dans cette approche appréciative, c'était de partir sur page blanche sans aucun cadre de référence en arrière, pour essayer d'identifier et faire émerger quels sont les déterminants qui favorisent un fonctionnement optimal chez les enseignants. Qu'est-ce qui leur permet de fonctionner de manière optimale? Et de là, une fois avoir identifié ces déterminants-là, d'essayer de prioriser les différentes manifestations pour chacun de ces déterminants. Et donc, on a mené ce projet avec des enseignants en éducation physique pour avoir dans le premier temps de recherche 40 enseignants qui ont participé à des focus group de 90 minutes et dans le deuxième temps, d'avoir un questionnaire avec 174 enseignants qui ont répondu. Et donc là, dans les résultats, le premier résultat de recherche, c'est de se rendre compte que les déterminants qui ressortent chez les enseignants comme étant des déterminants d'un fonctionnement optimal, sont les mêmes dimensions que le modèle de Seligman qui porte sur le bien-être professionnel. Et les 5 premières dimensions, donc le sens, les relations positives, l'engagement, l'émotion positive et l'accomplissement, on les retrouve et on y rajoute la vitalité. Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant de voir dans ce genre de résultats, avec ce genre de regard qui est porté par la recherche, c'est que les manifestations les plus significatives et qui permettent d'envisager quelle intervention va suivre par après, c'est le fait que, par exemple, au niveau du sens, ce qui permet aux enseignants de sentir qu'il y a un fonctionnement optimal, c'est quand le sens du métier, en lien avec le choix de carrière, repose sur ce sentiment d'être utile. Quand je me sens utile dans ma profession, le sens de mon métier prend toute sa valeur et c'est en cohérence avec le choix que j'ai fait de cette carrière. Donc, comment est-ce qu'on peut renforcer ce sentiment d'utilité dans la profession et au jour le jour chez chacun, pour que les rôles qu'ils jouent donnent une sensation de faire la différence? Un deuxième élément qui semblait important et intéressant, c'était au niveau des relations positives. Dans ces résultats, les manifestations les plus importantes sont, par exemple, au niveau des relations positives, on y retrouve 2 dimensions. Les élèves. Les manifestations qui affectent le plus positivement le fonctionnement optimal ou ce bien-être enseignant, chez les enseignants, c'est la persévérance des élèves.
au-delà de l'apprentissage, de la progression ou même de la motivation. Un enseignant qui est témoin de la persévérance d'un élève, ben ça le renforce dans son bien-être, ça le nourrit et ça favorise son fonctionnement optimal. La persévérance, mais si c'est ça, mais quelles conditions mettre en place en tant qu'enseignant pour favoriser, pour stimuler, pour évaluer la persévérance de l'élève? Et en parallèle, dans ces relations positives, on y retrouve aussi les relations à autrui, aux collègues. Mais la manifestation qui ressort comme étant la plus significative, c'est la bonne réputation. Au-delà de la collégialité, de l'entraide, du soutien, non, non, c'est la bonne réputation qui ressort comme étant prédominante, la plus significative. Mais la bonne réputation, elle découle d'une opinion partagée. Et en sachant ça, ça veut dire que chacun d'entre nous, on a une influence, on peut jouer un rôle dans la réputation d'un collègue. Donc, ça veut dire que chaque élément qu'on va aborder, la manière dont on va parler d'un collègue, que ce soit dans la salle des profs, dans un couloir, dans un 5 à 7, etc., mais ça influence la réputation. Et on a un rôle à jouer, on a au final une responsabilité. Donc ça, c'est le genre de recherche qui porte sur le fonctionnement optimal. Mais on a aussi d'autres projets de recherche qui portent un regard optimiste en enseignement, notamment sur les forces de caractère. Les forces de caractère, c'est vu comme les valeurs en action. Et ces valeurs en action, quand elles sont mobilisées et utilisées à bon escient, elles développent la conscience, la confiance, l'estime, la vitalité et même la motivation. Et elles permettent d'atteindre des buts, de donner du sens au métier. Et donc, on retrouve autant en enseignement avec les travaux de Nancy Goyette que dans d'autres travaux, que ce soit en psychologie ou que ce soit en administration. Dans une organisation, quand on s'appuie sur les forces de caractère de chacun qui la compose, de ses acteurs, ça permet une construction d'identité professionnelle positive. Et quand elle est utilisée à bon escient, quand ces forces de caractère sont utilisées à bon escient, elles sont porteuses et bénéfiques pour l'engagement et pour la productivité de chaque acteur qui la compose. Donc, ça semble quand même important. Comment ça se fait qu'on ne retrouve pas davantage les forces de caractère dans les formations, dans l'enseignement, que ce soit la formation initiale ou dans les formations continues? Ça devrait être mis sur un piédestal si ça a autant un effet bénéfique. Et je dois quand même mentionner que Ryan, Shorts ou Sharp, ils mentionnent le fait que c'est tellement important, oui, de connaître les forces de caractère, mais il faut aussi savoir comment les mettre à profit, c'est-à-dire optimiser leur utilisation pour que selon les situations et selon mes forces de caractère, je puisse puiser dans mon répertoire pour utiliser la bonne force de caractère au bon moment, selon la situation, évidemment, selon les besoins, pour que je sois le plus efficace possible et pour que je puisse optimiser mes forces. Donc, en ayant montré un petit peu qu'on peut porter un regard optimiste en recherche, je ne peux pas passer sous le silence le fait qu'il y a eu une grande période, il y a eu une Covid où pendant cette pandémie, il y a eu d'énormes difficultés. Il y a une situation qui a chamboulé le système scolaire, qui a été vraiment difficile. Et ça, on est bien au courant. On connaît les difficultés, on connaît vraiment les risques au niveau de la profession enseignante, que ce soit au niveau du décrochage, de l'épuisement professionnel ou de la pénurie qui est causée par cette situation difficile, etc. Mais il y a aussi un autre revers à cette période qu'on entend très peu parler. Premièrement, au niveau des enseignants, ce qu'on retrouve dans certains travaux, mais qu'on entend trop peu parler, c'est le fait que dans cette situation difficile, certains enseignants ont réussi à innover au niveau pédagogique. Cette innovation au sens de la croix et Potvin, c'est vraiment cette capacité de répondre aux besoins de la situation avec les forces qu'on peut avoir. Et pour ça, les enseignants ont fait preuve de malléabilité pédagogique, c'est-à-dire qu'ils ont pris les situations qui se sont adaptées au niveau de la relation à un autre, au niveau de ce rapport aux situations, par exemple, avec ces modalités d'enseignement, parce qu'ils ont su puiser dans leur agir compétent. L'agir compétent au sens de Loboterf, où ils ont été capables, où vous avez été capables de savoir, vouloir et pouvoir agir de façon à faire mieux
dans la situation qui se présentait. On retrouve aussi cette malléabilité au niveau didactique, des enseignants qui ont pris leur contenu puis qui les ont complètement remaniés pour qu'ils puissent se donner dans des modalités en synchrone, en présentiel, avec des groupes restreints ou avec des particularités des milieux, avec des modalités qui avaient été jamais vues auparavant et pour lesquelles il y a dû, pour de nombreux enseignants, acquérir, et enseignants et tout personnel scolaire, acquérir des compétences, notamment avec le numérique. Et on retrouve enfin, grâce à tous ces ajustements qui ont pu être dénotés, qu'en fait, on a réussi à faire une continuité éducative au-delà de la continuité pédagogique. Mais ça, ce sont des travaux qu'on retrouve chez certains auteurs, chez certains chercheurs sur les enseignants. Mais on retrouve aussi au niveau des directions d'école, j'aurais dû le mettre au pluriel, l'incroyable apport des directions d'école et comment est-ce qu'ils ont pu faire preuve de résilience et répondre aux attentes de la situation, notamment au niveau du leadership dont ils ont fait preuve, au niveau des adaptations incroyables dans un temps record et des adaptations qui se répétaient dans une situation de changement constant. Et pour ça, ils ont réussi, pour de nombreuses directions d'école, à faire preuve d'ouverture face aux situations, de faire preuve d'ouverture face aux besoins des enseignants, qui c'était des besoins nouveaux, et bien évidemment de compréhension face aux situations dans lesquelles ils se retrouvaient, de compréhension, voire même d'empathie, pour des situations où je suis malade, où j'ai des enfants, où je dois rester à distance, où moi je peux venir en présentiel, et de réussir à contenir tous ces besoins et à y faire face et à y répondre. Et enfin, ce regard optimiste pour les collègues, ce regard optimiste où les collègues, ce qu'on retrouve, c'est cette entraide incroyable basée sur les différences d'expertise. Des enseignants titulaires, des enseignants spécialisés en éducation physique, des orthopédagogues, des éducatrices spécialisées qui ont eu à travailler vraiment de concert, plus qu'auparavant, pour former des équipes et s'aider basées sur leur expertise, pour pouvoir mieux faire face aux besoins des élèves, pour pouvoir assurer une réussite éducative. On retrouve aussi cette idée de partage au-delà des frontières, un partage qui est un partage sans pareil, des partages de contenu, des partages de SAE, des partages de façons de faire qui ont aussi mené finalement à un soutien émotionnel entre enseignants pour pouvoir vraiment répondre à un besoin autant pédagogique, didactique, mais aussi émotionnel. Donc, la question qui se pose, c'est vraiment de voir comment se fait-il qu'on ait si peu entendu de tous ces éléments, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur les réseaux sociaux. On entend tellement parler de toutes ces difficultés et pourtant, il y a eu tellement de belles choses qui se sont passées, des choses incroyables qui ont démontré une force quasi surhumaine. Et donc, ce qui m'amène dans la troisième partie. Donc, la troisième partie, pour essayer de voir comment susciter un optimisme, comment cultiver l'optimisme et surtout comment tendre vers un optimisme. Donc, dans un premier temps, c'est de prendre conscience de où est-ce qu'on se situe, de prendre conscience du fait qu'on peut avoir, à certains égards, un pendant négatif dans cette observation. Rappelez-vous cette caméra interne. Pour certains, c'est une caméra dont le filtre est négatif. Tout est dramatique, tout est difficile, et ce qui fait que la tendance, c'est à la morosité, aux lamentations, aux plaintes, aux accusations envers les autres, mais surtout à ce sentiment d'être une victime, d'être consciemment une victime. Et c'est jamais de ma faute, et c'est de la faute des autres, des attributions externes. Donc, moindrement, on peut prendre conscience que notre filtre, c'est un filtre négatif et tout ce que j'observe, tout ce que j'analyse et tout ce que j'interprète repose sur un pendant négatif. Et ce pendant négatif des observations mène
à une critique consciente. Je suis toujours en train de critiquer ce qui se fait, de critiquer les décisions, de critiquer ce qui s'en vient, plutôt que de porter un regard critique. Porter un regard critique, c'est de prendre conscience de la situation, des difficultés, des enjeux, pour pouvoir envisager des solutions opportunes, des actions à poser qui soient opportunes, pour aller mieux, pour faire mieux ou pour vivre mieux. Pour tendre vers l'optimisme, c'est aussi de se rendre compte que plus souvent que pas, il y a une attirance exacerbée, voire une jubilation sur ce qui est méchant, ce qui est morose, sur la tricherie, la médisance, sur la trahison. Il n'y a qu'à regarder les programmes qu'on retrouve sur la télévision. Est-ce qu'on va avoir plus de vues pour occupation double dans ces moments de tricherie où il y en a un qui a trompé l'autre alors qu'il ne savait pas, ou est-ce que ça va être sur un documentaire animalier ou sur un documentaire écologique? Il y a, humainement parlant, il y a dans la société quand même une attirance parce que c'est divertissant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est divertissant de voir tous ces problèmes que les autres peuvent avoir. Pour tendre vers l'optimisme, c'est aussi de voir et de se rendre compte que si on a tendance à être un pessimiste, puis à voir tout en noir, en morose, puis de critiquer plutôt que de porter un regard critique, c'est de se rendre compte autant que possible quand le pessimisme dont je fais preuve pèse, il ralentit, il envenime la dynamique de groupe, puis surtout, il exaspère ceux qui gravitent autour de nous. Ben, juste de s'en rendre compte. Oui, ils vont avoir peut-être une écoute attentive, mais de se rendre compte que je ne fais pas avancer le train, j'ajoute pas de l'eau au moulin. Et comme Gabier disait, je fais davantage office de drain. Je suis plus un drain qui aspire tout ce qu'il y a de bon, comme dans une toilette, qui évacue tout ce qu'il y a eu de proposé pour seulement critiquer sans rien apporter en retour. Mais de s'en rendre compte, ça, parce que c'est lourd, ça fatigue, ça pèse. Et à l'inverse de ce pessimisme radical, on a aussi l'optimisme radical qui peut étouffer. Un optimiste qui, peu importe les situations, tout est beau, rien n'est grave, tout va bien aller. Mais non, il y a certaines prises sur la réalité qui doivent considérer le trauma, les difficultés, les enjeux qui sont vraiment porteuses de risques et qui atteignent la santé, sécurité d'une personne. C'est de s'en rendre compte de ça aussi et de réussir à se synchroniser et pas juste de dire « mais non, ça va bien aller, il y a aussi ça qui va arriver ». Non, prenons le temps aussi de rendre compte et de reconnaître des difficultés. Et donc, de tendre vers l'optimisme, c'est aussi, on peut agir sur l'optimisme en prenant le contrôle sur sa pensée, sur ce petit langage interne et reconnaître qu'on a le choix. Parce qu'un choix résulte d'un ensemble d'options qui s'offrent à nous, moindrement on se donne cette occasion. Et faire le choix, ne serait-ce que de faire le choix d'une posture optimiste, c'est aussi d'ajuster l'observation et l'analyse des situations. Tout n'est pas dramatique, tout n'est pas envahissant émotionnellement. Et si ça l'est, c'est de l'accueillir pendant un instant, mais ensuite de passer à une objectivation ou à une rationalisation pour se dire, ceci étant reconnu, comment est-ce que je peux agir dessus? Et donc de ne pas rester dans le dramatique et dans l'émotif, mais d'arriver sur le constructif. Et donc ce pendant qui est positif, mais surtout constructif, il se bâtit sur les forces, il se bâtit sur les qualités de soi et des autres, de la situation, et aussi sur tout simplement la formulation langagière qu'on va employer. Et d'ailleurs, je me permets de vous offrir un défi sur la formation langagière, où dans ces expressions, on va retrouver « je suis dans le jus »,« je suis dans le jus ». Rien que de dire ça, vous êtes en train de vous mettre dans une position où vous n'avez aucun contrôle sur la situation.
Donc, reprenez le contrôle. Et ça vient avec une deuxième expression. « Oh, je n'ai pas eu le temps de faire ça. » J'ai pas eu le temps, ça veut dire que vous n'avez eu aucune prise. Mais j'ai pas le temps, essayez juste de transformer cette expression par dans le temps que j'ai eu, j'ai fait d'autres choses et donc ça, je dois le remettre à plus tard. Donc, on montre qu'il y a eu un choix, il y a une prise de responsabilité et qu'on a organisé les choses qu'on devait faire ou qu'on pouvait faire et qu'on a remis à plus tard. Mais c'est un choix que j'ai fait. C'est pas que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, c'est une perte de contrôle. Et enfin, dans cette reformulation ou dans cet ajustement de pensée, il y a aussi un petit défi où c'est tout simplement de changer le « oui, mais » par le « oui, et », tout simplement. On vient complémenter plutôt que de contredire. Et donc, tout ça, ça permet de cultiver l'optimisme, cultiver les 3 dimensions de façon à ce que ce soit plus agréable pour soi et plus agréable pour les autres. Et cultiver l'optimisme, vous le faites déjà aujourd'hui, rien que de participer à des conférences ou à des webinaires, de faire des lectures, ça nourrit. On peut s'abreuver de choses qui nous rendent plus forts, qui nous donnent une optique nouvelle sur la façon de percevoir la vie, de percevoir les autres, de percevoir les comportements des autres aussi. Et ça permet d'être tout simplement plus patient. Et donc, de cultiver l'optimisme vraiment pour optimiser notre expérience professionnelle et bien sûr influencer, si possible, l'expérience professionnelle des autres. Donc, dans cette prochaine diapositive, c'est de voir comment cultiver l'optimisme. Cultiver l'optimisme de manière individuelle, on vient de le voir. Maintenant, dans un cadre professionnel, c'est d'ajuster son style explicatif pour être optimiste. Donc, ce style explicatif, c'est vraiment cette petite pensée interne, c'est notre petite voix intérieure qu'on doit contrôler. Essayons de contrôler cette petite voix pour qu'elle nous fasse grandir, pour qu'elle nous aide à résoudre les situations et à interpréter les situations. Par exemple, dans une situation de réussite, c'est d'utiliser des causalités internes, une stabilité puis une globalité. C'est-à-dire que quand je vis un échec, c'est parce que j'ai travaillé fort, c'est parce que j'ai fait le bon choix, c'est parce que j'ai pris les bonnes décisions, que je me suis entourée de bonnes personnes, c'est parce que j'ai pris le temps. Donc, accueillir cette causalité interne. Je suis responsable de cette réussite. J'en fais partie, du moins, de cette réussite. Et c'est stable dans le temps. Si je revis la même situation, je vais réussir à revivre la réussite. J'estime que ça va pouvoir se répéter. Et une globalité, c'est-à-dire que, de manière générale, quand je vais me retrouver dans d'autres situations, je vais être capable de transférer ces apprentissages ou ces compétences pour pouvoir vivre aussi cette réussite. Et cette pensée interne, constructive, positive, c'est l'inverse en situation d'échec. Donc, dans une situation d'échec, c'est pas parce que j'ai pas assez travaillé, c'est peut-être parce qu'il y a eu des causalités externes, c'est-à-dire qu'il y a eu des imprévus, il y a eu des difficultés inattendues, il y a plein d'imprévus qui ne m'ont pas permis de mettre à profit la situation. Et ça ne veut pas dire que ça va se répéter à chaque fois, c'est pas nécessairement un élément qui va rester stable. Non, je vais apprendre de mes apprentissages et je ne vais pas permettre à ce que ça se répercute dans les autres sphères de la vie. C'est spécifique à la situation que je viens de vivre. Et donc, ça permet vraiment toute une nouvelle analyse. Le deuxième élément, c'est de provoquer son propre effet Pygmalion, son auto-Pygmalion. Les optimistes, quand ils veulent provoquer un auto-Pygmalion, c'est parce qu'ils réussissent à identifier des objectifs qui sont attirants déjà, agréables et atteignables, et surtout réalistes. Et vu qu'ils sont conscients, qu'ils sont persuadés ou qu'ils sont convaincus que ces objectifs sont agréables, atteignables et réalistes, ils déploient plus d'efforts pour les atteindre, davantage que les pessimistes, ce qui fait qu'in fine, ils ont plus tendance à les atteindre. Et donc, ils vivent plus un sentiment de succès ou même des réussites. Et donc là, on rentre dans un cercle virtueux.
Et à l'inverse, chez le pessimiste, on rentre davantage dans un cercle vicieux où on identifie des objectifs un peu inatteignables, mais là, donc, je ne mets pas d'effort parce que c'est bien trop grand, je n'ai pas le temps, je ne pourrais pas jamais faire ça, mais finalement, je ne déploie pas d'effort, etc., etc. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux. C'est aussi de mettre en place des stratégies qui favorisent un fonctionnement optimal. Donc, ces stratégies, ça peut être des stratégies individuelles, trouver son équilibre, remettre en perspective, faire preuve d'optimisme, de proactivité ou de résilience, ou encore des stratégies plus collectives. Par exemple, le relationnel, les réseautages ou encore les ressourcements, comme vous faites aujourd'hui. Et enfin, cultiver l'optimisme, c'est aussi d'avoir son empreinte sur la valorisation de la profession enseignante, d'être proactif, d'être une personne qui va participer au niveau individuel, je vais participer à la valorisation de la profession enseignante. Et pour ça, ça veut dire que je vais prendre les mesures pour ajuster les fausses croyances sur la profession enseignante, faire reconnaître la beauté, la force, la nécessité, la valeur de la profession enseignante, mais aussi d'optimiser l'expérience des élèves. Si les élèves me voient souffrir, me voient constamment négatif, comment voulez-vous qu'ils aient un regard de valorisation de la profession enseignante? Alors que si je suis un enseignant qui est enjoué, qui aime ce qu'il fait, qui rencontre des difficultés à certains égards, à certains moments, mais qui rebondit, qui trouve des solutions et qui reconnaît tout ça et qui le partage, c'est porteur pour ceux qui l'observent, comme les élèves, les parents, les partenaires des milieux scolaires. Dans un troisième temps, après l'individu, après le personnel scolaire, il y a aussi au niveau de la recherche, s'il y a des chercheurs ou des personnes qui participent à la recherche, de participer à la recherche avec une approche appréciative, qui porte un regard sur ce qui fonctionne, ce qui est désiré, sur ce qui est valorisé, sur ce qui est fonctionnel, sur les besoins des enseignants et non pas seulement sur les problématiques, sur ce qui est difficile, sur ce qui pèse lourd. Et parce que l'un n'est pas forcément le miroir de l'autre. Ceci dit, ces deux résultats de recherche, ces deux dimensions, ces deux types de recherche sont complémentaires. Les deux sont nécessaires. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre. Ils s'alimentent les deux. Mais pour qu'il puisse y avoir ce type de recherche, bien évidemment, ça prend des participants. Ça prend des enseignants qui participent et qui veulent avoir une voix, qui veulent se faire entendre, qui veulent donner leurs idées. Ensuite, de porter un regard aussi sur la formation, d'avoir des formations, surtout avec la loi 40 qui vient proposer, pour ne pas dire imposer, qui vient proposer un 30 heures de formation obligatoire sur 2 ans. 30 heures sur 2 ans, quel beau choix possible avec un éventail d'options. Et tant et aussi longtemps que certaines de ces formations favorise une formation sur la découverte de soi, basée sur les forces de chacun, sur la construction ou le développement d'une identité professionnelle positive et qui envisage l'optimisme un peu comme une approche pédagogique. Donc, au terme de tout ça, c'est toujours dans cette idée d'optimiser l'expérience professionnelle et d'influencer positivement le regard qu'on peut poser sur la profession, sur notre carrière, sur notre vie au jour le jour. Donc, pour me permettre d'en arriver à ces idées, à ce fonctionnement, à cette compréhension du processus et d'avoir ces ancrages, il y a plusieurs références clés sur lesquelles je me suis basée, notamment Copyrider qui a travaillé sur la Appreciative Inquiry. Et donc, tous ceux qui vivent une situation où ils ont à organiser quelque chose, d'organisation, d'utiliser une approche appréciative sur les valeurs, le fonctionnel, le désiré, c'est un ouvrage vraiment intéressant. Ensuite, Gabillet, Philippe Gabillet, c'est un peu sur cet ouvrage que je me suis vraiment appuyée pour organiser mes idées, pour présenter ce contenu. Et c'est un ouvrage que j'estime vraiment intéressant, qui porte sur l'éloge de l'optimisme, parce qu'il porte un regard frais, facile, vulgarisé
et concret, et ce qui permet vraiment de voir des ancrages faciles pour chaque praticien que nous sommes. Je me permets aussi, par exemple, le livre, un petit livre de poche de Françoise Dorn, vraiment intéressant aussi. Pour conclure, j'ai une citation, elle est en anglais, la situation, et je l'ai laissée en anglais. Donc, je vais la lire en anglais, mais ensuite, je vais la reformuler dans mon adaptation à moi. Et elle va comme suit, c'est Bill King qui dit « Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why we call it a present. » Et donc, l'adaptation que j'en fais, c'est vraiment de vous dire aujourd'hui, autant que possible, profitons de la vie, profitons de chaque jour qui passe, parce que chaque jour, c'est un cadeau. Et plus on est optimiste, et plus on peut profiter de ce que ce cadeau nous réserve. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention et je vous remercie vraiment d'avoir pu partager ce sujet qui me plaît tant. Donc, maintenant, je vous laisse la parole pour vos commentaires ou vos questions. Un immense Alors, merci, oui. Liliane, est-ce que tu voulais… j'ai pas, si j'ai bien compris, Sacha, c'est qu'on est porteur de cet optimisme-là. Maintenant, il faut le faire émerger dans nos milieux. Puis aussi le faire émerger auprès de nos enseignants débutants, les aider à faire émerger cet optimisme-là quand ils font face à des défis et non à des… J'aime mieux parler de défis que de problèmes. Donc, il suffit de chacun d'y participer. Alors, s'il y en a qui avaient des questions pour Mme Stoloff, vous pouvez y aller par la main levée ou dans la conversation. J'ai Mme Laflamme qui a levé la main. Oui, bonjour. Merci. Ça fait vraiment du bien d'avoir quelque chose de positif comme ça. Moi, j'ai toujours des questions en tête quand il se passe quelque chose, quand je vis une émotion un peu plus négative. Je me dis, est-ce que j'ai le droit de vivre ça? Est-ce que c'est ce que je veux vivre? Alors, si c'est non, c'est pas ça que je veux vivre, alors je me dis toujours, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que c'est à moi que ça appartient, puis c'est moi qui peux trouver les solutions pour ne pas être pris avec ça. C'est juste ça, c'était mon petit partage. Mais Sylvie, si je peux me permettre, c'est tellement la première étape pour un optimisme et je pense que plus on est apte à penser de cette façon-là, est-ce que j'ai réellement envie de vivre ces émotions-là, de vivre ce stress, de vivre ce pincement dans la poitrine, de vivre cette anxiété? Est-ce que j'ai vraiment envie de le vivre? Mais l'important, comme vous disiez, c'est vraiment, il y a toujours cette première phase qui est de le reconnaître. Puis, dans cette reconnaissance, ça peut être une reconnaissance qui est très courte dans le temps, quelques secondes, 1 minute à la limite, mais ça peut aussi être l'identification d'une émotion qui est peut-être plus longue, qu'on s'octroie. Ce que je vis, c'est tellement difficile que c'est normal. C'est normal que, waouh, je le prenne mal. C'est normal que ce soit difficile pour moi et que j'ai vraiment du mal à le gérer. Et je vais me laisser vivre ça un certain temps. Est-ce que ce certain temps, c'est une demi-journée? Est-ce que c'est 2 jours? Est-ce que c'est une fin de semaine? Mais c'est toujours dans l'optique qu'une fois que j'aurai vécu ce que j'aurais à dire, que j'en aurais parlé, que j'aurais pleuré, que j'aurais trouvé ça difficile, etc., c'est cette volonté de passer à autre chose. Et de passer à autre chose pour faire en sorte qu'on puisse vivre mieux la situation, pour qu'on puisse aller mieux. Et dans le vivre mieux ou aller mieux, ce n'est pas nécessairement du jour au lendemain vivre bien ou aller bien. Ce n'est pas nécessairement l'apogée d'une situation. Des fois, c'est un processus qui va prendre du temps, mais c'est du temps qu'on se laisse. Et chaque petite amélioration, c'est de les considérer, ces améliorations, parce que c'est des réussites. Donc, c'est tellement important. Merci. Quelquefois, ce n'est pas dans le changement qu'on va effectuer, mais c'est dans le changement de pensée, dans la résilience.
quelquefois, c'est juste d'accepter ce qui se passe. C'est pas toujours un changement qu'on doit effectuer, mais c'est un changement de pensée aussi. Mais oui, puis je veux dire, surtout en insertion professionnelle, quand on retrouve dans beaucoup trop d'études cette idée qu'il y a énormément de décrochage en insertion professionnelle parce qu'il y a un écart entre ce qu'on pensait que ça allait être, puisque c'est réellement les tâches qui sont présentes, les conditions de travail, les types d'élèves que je rencontre, les types de groupes classe que je vais avoir, les changements d'école, en tout cas. Et ce n'est pas à ça que je m'attendais, moi, comme enseignante. Mais en fait, tant et aussi longtemps qu'on peut relativiser. Et donc, la première étape, ça serait de reconnaître « wow, que c'est difficile ». Youch, que je ne m'attendais pas à ça. Mais de là, de se dire il y a des options. Bon, mais quelles sont mes options? Et décrocher, ça c'est une option. Et elle doit être acceptée. Si c'est ça qui convient, mais c'est ça qui convient. Mais il y a aussi d'autres options. Et peut-être que si c'est une vocation, ben, d'essayer les autres options avant d'en arriver au décrochage, de se dire « mais je ne vais jamais être capable ». Et donc, dans ces autres options, c'est premièrement cette petite voix intérieure, comme Sylvie proposait, c'est de changer la façon dont j'interprète les situations et de relativiser ce qui m'arrive. Oui, j'ai des groupes difficiles, mais si j'ai des groupes difficiles, il va peut-être falloir que j'évite de vouloir contrôler chaque élève, puis qu'il soit tout le temps en silence, qu'il soit tout le temps assis, ou que je puisse donner des consignes qui durent 7 minutes. Peut-être qu'il va falloir que je réduise mon temps de consigne, que je propose plus de pauses actives. Donc, d'essayer d'entrevoir d'autres options pour que ça puisse aller mieux dans un premier temps et que petit à petit, ça puisse aller bien et enfin pour qu'on puisse avoir un fonctionnement optimal dans la situation que j'ai. Ça se peut que je sois dans plusieurs écoles ou que je change d'école d'une année à l'autre. C'est vrai, mais qu'est-ce que je peux optimiser? Donc, ce serait vraiment ce processus-là qui serait à privilégier, je pense. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres mains levées. Avant que vous quittiez, ceux qui désiraient avoir une attestation de participation à la conférence de ce soir, simplement mettre votre nom et prénom dans le clavardage. Et je vais laisser le mot de la fin à Nancy. Alors, oui, c'est effectivement la fin. Merci, Mme Stoloff, là, pour votre présentation. Là, un petit vent de fraîcheur, là, de positivisme. On va partir avec ça et cette énergie-là qui nous habite maintenant, là. Je vous informe aussi à tous les participants, je vous informe qu'il y aura d'autres conférences en cours d'année. Alors, le CNIP organise là, de 3 voire 4 conférences par année. Alors, vous recevrez l'invitation par courriel. Alors, un gros merci d'avoir été là et n'oubliez pas d'inscrire votre nom dans la discussion si c'est votre souhait, comme disait Liliane, là, de recevoir une attestation. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. On repart avec un grand sourire. Merci beaucoup à tous. Excusez-moi. Je vais laisser quitter tout le monde. Moi, j'aurais aimé ça revoir.